Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission de l'expérience. Au clair de lune est ce soir à Banfora, à la rencontre d'un homme de culture. Il a passé sa vie à façonner la matière. Plusieurs fois lauréat à la Semaine nationale de la culture, nous sommes avec le sculpteur Brahma Ouattara. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue à Banfora. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir notre ordre du jour dans ce portrait que nous propose Saturnin Paris. Lui et le métier du bois, c'est une véritable histoire d'amour et elle remonte depuis une trentaine d'années. Fils d'un ancien policier et sculpteur, Brahima Ouattara fait ses premiers pas dans la sculpture grâce à son père. Un héritage familial qui va se perfectionner au fil du temps. Tout est parti de Tefora, commune à une trentaine de kilomètres de Banfora, en 1985, lorsqu'il réalise sa première sculpture qui séduit plus d'un. Et c'est à partir de cette date que sa vie va prendre un autre tournant. À son compte, plusieurs participations à la Semaine nationale de la culture, 7 fois lauréat, et plusieurs prix spéciaux dans la catégorie art plastique, notamment 4e prix en 1994, 2e prix en 1996, 1er prix en 1998 et en l'an 2000. À partir de 2012, Brahima Ouattara décide de ne plus se présenter comme compétiteur à la Biennale culturelle. Il sera désormais sollicité à faire valoir ses compétences comme membre du jury. Après son cursus primaire en 1978 à l'école primaire française Sauvigny de Banfora, il intègre le lycée municipal en 1985. En 1994, lorsqu'il décroche son baccalauréat, il dépose ses valises à l'université de Ouagadougou en histoire et archéologie. Mais sa passion pour la sculpture ne lui permettra pas de faire plus d'un mois à l'université. Brahima Ouattara, c'est aussi la construction de 2 monuments dans la cité du paysan noir, le monument de la femme en 2007 et celui du Rognier en 2010. Il est sollicité par les populations, les hommes d'affaires et les structures à Banfora et partout dans le pays pour la confection de meubles et bien d'autres édifices. À 53 ans, Brahima Ouattara a déjà formé plusieurs jeunes et est toujours disponible à partager ses connaissances. C'est pourquoi il ambitionne créer un centre de formation pour transmettre son savoir. En plus de la sculpture, l'homme a su innover en joignant la menuiserie à son activité. Aujourd'hui, il travaille avec le ciment, comme on peut le constater sur ses tableaux en confection. Le défi majeur selon lui, c'est la rareté du bois et le manque de jeunes passionnés pour la relève. Marié et père de 4 enfants, Brahima Ouattara estime que la sculpture est intimement liée à la culture burkinabé. Et selon ses dires, il convient d'accorder à cette activité une attention particulière pour la préservation du patrimoine culturel. Monsieur Ouattara, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce portrait sommaire? Il n'y a rien à ajouter, hein. Je pense que tout est dit. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Réellement, j'ai hérité de mon papa, qui a lui hérité de son père, selon ce qu'il m'a dit, parce que moi, je n'ai pas connu mon grand-père. La famille a côtoyé les forgerons, et c'est de là tout est parti. Puis au début, c'était vraiment traditionnel, les fétiches, les gris-gris. Et avec le temps, le vieux père à son âme a amélioré. Et quand moi, j'ai pris la relève, j'ai apporté un plus. Il y a des choses que j'ai fait aujourd'hui que le papa ne faisait pas. Voilà, donc, tout est vraiment dit dans le reportage, c'est parfaitement bien dit. D'accord. Voilà. Vous êtes né en 1972 à Banfora, ici donc. Quels sont vos souvenirs de Banfora en son temps, quand vous étiez enfant? On a tendance à dire la belle époque. C'était vraiment la belle époque, Banfora en 1972 jusqu'à ce qu'on aille à l'école. Banfora, tout le monde se connaissait. C'était une petite ville, une petite bourgade où tout le monde se connaissait. Il y avait seulement 4 quartiers. Et les bonnes nouvelles, on les entendait plus que les mauvaises nouvelles. Et voilà, quand on apprenait quelque chose, on savait dans quelle famille ça se passait. C'était vraiment la belle époque. Et donc, ce temps-là, Banfora était vraiment bien. Et maintenant, les choses ont évolué. Banfora est toujours bien, mais peut-être c'est parce qu'on a grandi, on a des problèmes. On doit gérer des problèmes qu'on trouve que les choses ont changé négativement. Parce que quand on était petit, on n'avait pas de soucis. On ne dépensait pas d'argent, on n'avait pas de soucis de famille.
Au contraire, c'est nous qui étions les soucis de nos parents. Maintenant, nous sommes devenus chefs de famille. Les choses ont vraiment changé. Donc, si on a Banfora, toujours Banfora. Hein. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Voilà. Sinon, Banfora, moi, je suis à Banfora depuis toujours. Je le dis souvent aux gens, je n'ai jamais fait plus d'un mois hors de Banfora, depuis que je suis né. Voilà. Les enfants, généralement, c'est la chasse au margouillat, les baignades, et souvent, ça se termine par des fessées. C'est vous, c'était comment en son temps? Bon, franchement, j'avais peur de l'eau. Hein. On chassait les margouillas. Quand je vois les enfants de maintenant, on chassait les margouillas, on chassait les criquets, on partait au marigot, chasser les grenouilles. Les enfants de maintenant ne font plus ça. Ils ont vraiment tout à portée de main, quoi. Voilà, il y a toutes sortes de nourritures qui viennent d'ailleurs et autres. Nous, avant, bon, on partait chasser. D'abord, on a commencé à suivre les grands frères pour aller au marigot. Vous savez, Banfora est entouré de cours d'eau. Malheureusement, ces cours d'eau aujourd'hui sont pratiquement ensablés. Sinon, tout autour de Banfora, vous avez des cours d'eau où on partait pêcher. Il y avait du poisson à gogo, on s'arrêtait comme ça et puis on voyait des poissons nager. Mais malheureusement, l'ensablement a tout pris. Donc, on chassait les criquets. Et bizarrement, en tant qu'enfant, on rentrait dans les grandes herbes sans crainte. Et rien ne nous arrivait. C'est comme si quelque part Dieu protège les enfants. Mais je pense qu'aujourd'hui, un adulte qui rentre dans l'herbe peut avoir des problèmes. Mais nous, on rentrait sans problème pour chasser les criquets et autres. Un peu de nostalgie alors? Oui, forcément, il y a de la nostalgie. Comme je le dis, avant, on n'avait pas de problème. Et même quand vous regardez les maladies qu'on a aujourd'hui, avant, on n'avait pas ça. Les problèmes de santé, c'était les problèmes de palu, l'éternel problème de palu, les problèmes de tout. Les maladies qui étaient graves à notre enfance, c'était la méningite. Maintenant, on a des maladies qu'on n'entendait pas, hépatite, sida et autres, dengue. Vraiment, on est au milieu des maladies actuellement. Avant, ce n'était pas comme ça. Bien, enfin, l'école primaire, ça se passe comment à l'école primaire alors? À l'école primaire, nous avons été la première promotion. Puisqu'on a été recruté, l'école Chauvigny, qui est le fruit d'un jumelage entre la ville française de Chauvigny, en France, et la commune de Banfora. La construction a commencé en 1977 et s'est achevée en 1978. Nous sommes deux promotions à avoir intégré l'école. Puis c'est la première promotion, CP1, a fait sa classe de CP1 dans une salle qu'on appelle École Bassabo. C'est de Djoula. École Bassabo parce que c'est l'ancienne salle de mariage de la commune de Banfora que Feu Maurice Yamego avait construit pour célébrer un mariage. Et c'est resté la salle de mariage de la commune de Banfora. Plusieurs couples, des anciens couples bien sûr, se sont mariés là-bas. C'est Maurice Yamego qui avait construit. À l'époque, il était le président. Donc, ça a été transformé après en salle de classe. Donc, la première promotion de Chauvigny a fréquenté à cette école Bassabo. Bassa, c'est margouillat. Puis, comme c'était abandonné, c'était plein de margouillat. Donc, comment on appelle ça, les caca de margouillat, il y en avait plein. Donc, on appelait ça école Bassabo. La première promotion, il y a un qui est parmi nous ici, mon ami et grand frère Ouattara Seydou. Et ils sont de la première promotion de Chauvigny. Nous sommes la deuxième, mais les deux promotions sont rentrées en même temps. Puis, ces deux salles de classe ont été achevées la même année. Donc, on est allé. À l'époque, l'école était entourée par des champs et des rogniers en pagaille. Mais si vous partez aujourd'hui voir ce coin-là, c'est pas loin d'ici, c'est à 200 mètres. C'est en pleine ville. Les rogniers ont disparu, les champs ont disparu. Et c'est là-bas même moi j'ai commencé la sculpture, quand j'étais au primaire. Parce que quand on sortait de la cour, pendant la récréation, au moment où les autres couraient pour aller payer des trucs à manger, j'avais un ami qui était aux États-Unis, paix à son âme. Il était dans la cour ici, il a grandi, on a fait l'école ensemble, on partait ensemble à l'école. Il s'appelait Tamoura Amidou, paix à son âme. Avec lui, on sortait, et comme il y avait des champs autour, les mottes de terre, on partait et puis on commençait à tailler. Voilà. Quand on avait des heures libres à l'école, notre passion, c'était de tailler les mottes de terre. Ça, c'était depuis l'école primaire. Alors, donc, au lycée, ça se passe comment finalement? Au lycée, on est rentré en 85. Après les CP qu'on a eu assez brillamment, on est rentré au lycée en classe de 6e. C'était nouveau, hein, ça n'a rien à voir avec l'école primaire. Il faut apprendre l'anglais, les mathématiques et autres. Les maths, au début, c'était facile parce que c'était des trucs basiques. Mais j'ai continué à faire la sculpture en classe. Parce que moi, mon fort, c'était de tailler les morceaux de craie avec une lame. Avec une lame, je prends un morceau de craie, j'essaie de tailler quelque chose dedans, au moment où les autres sont en train d'étudier.
Ça fait que j'ai eu un parcours un peu chaotique au lycée. Pas que j'étais pas... Comme je faisais deux choses en même temps. Je faisais la sculpture, même quand je revenais à la maison, j'essayais de faire la sculpture. Sinon, bon, le parcours a été bien. Je suis allé... j'ai redoublé la troisième. Comme je l'ai dit, je faisais un peu la sculpture en même temps, j'étais un peu occupé. Et je dessinais. Ma chance, surtout, c'est que je dessinais. Et je dessinais bien. Il y a une anecdote parce qu'au CP, je me rappellerai toujours de ça. Quand on a passé le CP, le concours de dessin, les dessins là, c'était dessiner une poule et ses poussins. Moi, j'ai fini en 5 minutes. Ah oui. L'examinateur qui passait pour regarder, il dit, mais toi, tu ne fais pas, non? Il dit, moi, j'ai fini. Il a pris ma copie, il a regardé, il dit, c'est pas vrai. Il dit, moi, j'ai fini. Voilà. Donc, en fait, je savais dessiner. Et ça fait que, même à la SNC, j'ai eu des prix spéciaux en bande dessinée. Voilà, je savais dessiner. Et puis, bon, ça a un peu joué sur mon cursus. J'ai redoublé la troisième. Mais j'ai redoublé la troisième, c'est parce que, je vais le dire, hein, même aujourd'hui, on a mal compté mes notes. Je ne pouvais pas réclamer. Si j'allais pour réclamer, on m'a chassé. Ah oui. Donc, j'ai redoublé la troisième. Mais j'étais nul en maths. Là, c'était mon point faible, j'étais nul en maths. Mais après, je suis allé jusqu'au... En fait, il y a eu un moment où moi, je ne demandais plus l'argent à mes parents pour aller à l'école. Parce que déjà, je faisais la sculpture. Parce que depuis 1985, déjà, j'ai commencé à faire la sculpture. J'étais déjà en classe de 6e, 5e. J'ai commencé à faire des petits trucs. Je le faisais au début pour le plaisir. Et mes grands frères prenaient ça pour donner à leurs amis. Mais moi, le plus important pour moi, c'était de faire et qu'on admire. Et quand je voyais le papa admirer ce que je faisais, au début, je me cachais pour faire. Je ne voulais pas qu'il me gronde parce que j'ai pris ces outils pour faire des trucs. Je me cachais. Après, quand il a découvert, il m'a encouragé. Il m'a même montré des techniques. Apparemment, votre passion a également joué sur votre parcours universitaire. À peine un mois à l'université, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé à l'université, j'ai vu que ce qui pouvait m'intéresser dans ces trucs-là, c'était histoire et archéologie. Mais les premières journées, la salle était tellement pleine, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Mais le problème, c'est qu'on m'avait promis une bourse. J'ai un ami blanc qui avait l'hôtel Canne à Sucre. Il avait dit qu'il allait m'aider pour avoir une bourse. Et même, il dit, qu'est-ce que tu vas faire à l'école, à l'université, en sachant faire ça? Et même moi, j'ai gouré de mon côté. L'ancien ministre à l'époque, c'était Mélégué Traoré, ministre des enseignements secondaires supérieurs de la recherche scientifique. On l'a approché pour avoir une bourse. Je venais d'avoir mon bac. On l'a approché pour avoir une bourse. Moi, il a dit, il va voir si au niveau du Maroc et autres là. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de bourse. Bon, c'est vrai, à l'époque, c'était difficile. Voilà, on disait à l'époque, il faut avoir les bras longs. Je n'avais pas de bras assez longs. Voilà, donc, je n'ai pas eu ma bourse. Mais j'ai préféré rester à Bamfora pour faire la sculpture parce que, bon, c'est ça qui me plaisait. D'accord. Votre père est policier, vous l'avez dit au début. Comment s'est fait donc votre éducation? La rigueur policière ou bien la douceur de la culture? Bon, le papa, il était rigoureux, mais gentil. Il savait être rigoureux quand il le fallait. Parce que, bon, ce n'est pas le papa qu'on fuyait quand on le voyait venir. Voilà, mais il savait être rigoureux parce que, bon, c'est vrai, c'est un policier. Mais bon, ce n'était pas un papa méchant. C'est quand même quand il te gronde, après, tu sais pourquoi il t'a grondé. C'est votre père donc qui vous initie à la sculpture. Mais vous aussi, vous aviez envie de faire ce travail? Oui, c'est ce que j'ai dit depuis l'école primaire. Déjà, on sculptait les mottes de terre. Au lycée, j'ai sculpté en 6e. J'ai commencé à sculpter les morceaux de crayon avec des lames. Pendant les soirs, quand les gens font les études, pendant que les gens révisent, moi, je sculpte les morceaux de crayon où je fais les dessins. J'avais des camarades de classe et ce qu'ils aimaient, c'est que je fasse des fleurs pour eux. Et des fleurs pour draguer les filles. Donc c'est moi qui dessinais les fleurs et ils draguent les filles. Donc, ouais, et ils étudiaient, moi je dessinais les fleurs pour eux. Donc, ben, ça me plaisait. Ça me plaisait qu'on apprécie ce que j'ai fait. Jusque-là, bon, ça se faisait peut-être dans la passion, dans l'amusement. Mais à quel moment vous vous êtes dit, tiens, ce métier-là, il faut que je vive de ça? C'est quand j'ai eu le 4e prix en 1994
la SNC, je me suis présenté aux éliminatoires de Bamfora. J'ai été premier. Et on est allé à Bobo. J'ai eu le 4e prix parce que j'ai changé mon œuvre. Je n'avais pas compris que c'est la même œuvre qui devait aller à la finale. J'ai changé, le jury m'a reproché pourquoi j'ai changé l'œuvre. Et ils m'ont classé 4e. Pour votre première œuvre majeure, c'était Tiefora en 1985. Est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là? Enfin, je me rappelle bien. Où vous avez réussi. Je me rappelle bien, puisque j'ai fait seulement 2 semaines à Tiefora. J'étais parti pour le baptême d'un de mes petits frères. Et j'ai profité, il y avait un morceau de chevron, un peu carré. J'ai pris ça, j'ai taillé une tête dedans. J'ai tellement aimé ça que j'ai amené à Bamfora. Voilà. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est le moment de faire la sculpture. Et il y a eu d'autres regards pour dire waouh, c'est joli, ou bien c'est juste un ressentiment personnel? Non, c'est un ressentiment personnel, puisque je n'ai pas montré à tout le monde. Hein. J'ai fait ça, comme le papa était policier, il était de garde, j'ai profité de ses absences pour faire, puisqu'il avait ses outils sur place là-bas, j'ai profité des absences du vieux pour faire tailler ma tête. Donc la tête là, je l'ai amenée comme souvenir à Bamfora. Et quand je me suis retrouvé à Bamfora, après le vieux est revenu à Bamfora. Il a été muté à Bamfora. Il a fait le commissariat de police à Bamfora ici. Donc quand il n'était pas là, je me cachais, il y a un coin à côté là. Je prenais les outils, je partais me cacher là-bas et puis je faisais la sculpture. J'avais peur qu'il me gronde. Au début, il m'a vu, il m'a dit, il ne faut pas gâter mes outils. Mais après, il a commencé à apprécier. Quand les gens ont commencé à dire, ah, ton fils là, vraiment, c'est la relève qui est assurée, il fait du travail qui est bien. À la longue, lui-même, vraiment, quand les gens venaient pour observer mes objets, la lueur qui brillait dans ses yeux, quand je voyais ça, j'étais vraiment fier. En fait, c'est ça qui m'a motivé à faire de ce travail-là ma profession. Je dis, c'est un héritage quand même à préserver. Qu'est-ce qu'on ressent personnellement quand on finit par exemple une œuvre et puis voilà, on arrive à façonner la matière en œuvre? Qu'est-ce qu'on ressent juste après? Bon, il y a 2 sortes de ressentiments en fait. Souvent on est content, souvent on n'est pas satisfait parce que ce n'est pas le résultat qu'on veut. Ceux qui ne sont pas dans le domaine peuvent apprécier. Ah, c'est joli, mais les professionnels voient qu'il y a des choses qui manquent. Voilà. Mais bon, quand les gens apprécient de façon globale, c'est la première satisfaction. C'est ce que je dis souvent aux clients. Je dis, moi, ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Souvent, mon travail peut prendre du retard, mais une fois que le client est satisfait, je dis, ah, c'est ma récompense comme ça. Alors, vous commencez donc à être connu à l'extérieur. Votre premier prix, c'est en 1996, le deuxième prix. Racontez-nous comment ça s'est passé. J'ai été comme je l'ai dit, la première œuvre que j'ai présentée en 1994, c'était du figuratif. Et on est parti en finale à Bobo. J'ai vu que tout le monde avait fait de l'abstrait. Donc j'ai dit, si c'est ça, je ne savais pas. C'était ma première participation en 1994. En 1996, je me suis préparé. J'ai fait une œuvre en art abstrait, comme tout le monde. Et j'ai eu le deuxième prix. Et le deuxième prix, c'était 75 000 francs ou 100 000 francs, je ne me rappelle plus. Voilà, donc j'étais tellement content. On a annoncé les résultats là où ils ont construit la maison de la culture à Bobo. C'était un grand rond-point qui servait de place. C'est là-bas qu'on a annoncé. Quand j'ai entendu mon nom, mon vieux, c'est le petit Ouattara de Bamfora qui a eu le deuxième prix en sculpture. Parce que j'étais accompagné, il y avait des grands sculpteurs de renom à l'époque. Voilà, il y avait Kamara Sirkiba de Bobo, qui prenait le premier prix au début. Parce que la sculpture à l'époque, il y avait le bois à part et il y avait le bronze à part. Moi, j'étais dans la catégorie bois. Et le patron, celui qui était la vraie menace là, il y a Bambara Goudou, Saïba, il est là, Ouaga. Et il y a Sirkiba, c'était des vétérans. Ils sont plus âgés que moi. Puis j'ai vu leurs œuvres dans des musées, j'avais raflé des premiers prix. Il y en a un qui était déjà sacré artiste du peuple. Puis à l'époque, si tu remportais le prix 3 fois, tu étais sacré artiste du peuple. Mais après, on a autorisé que ces gens-là puissent se représenter. Puis la cagnotte a commencé à augmenter. C'était plus les 150 000 comme premier prix. Après, c'était 500 000. Donc, chacun voulait revenir. Voilà. Donc, c'était les pros. Et nous, on était les petits à côté. Quand j'ai eu le deuxième prix à l'époque, mon vieux,
Parce que le plus important, c'est que c'est le nom de la région qu'on donnait. Voilà, ce n'est pas moi seulement. Parce que je représentais la région, c'était la Comoé à l'époque. Il n'y avait pas de région. C'était la province de la Comoé. Il y avait 30 provinces. C'était la province de la Comoé. Quand on dit Ouattara vraiment de la Comoé, c'était un vrai plaisir de représenter cette province-là. Le premier prix intervient 2 ans après. Pour vous, c'est la consécration finalement. C'est la consécration. J'ai vu, c'était toujours à la même place. Hein. Deuxième prix, je ne me rappelle plus le livre que j'avais présenté, mais vraiment, premier prix en sculpture à la SNC. C'était la compétition phare où les artistes, les plasticiens se présentaient. Puisque à l'époque, les grands prix nationaux n'avaient pas commencé. Donc quand j'ai eu le premier prix, j'étais vraiment content. Voilà. Ce n'est pas la valeur du prix comme je l'ai dit, c'est le titre là. Quand on dit le premier prix en sculpture sur bois vient de la Comoé, c'était vraiment un vrai plaisir. Parallèlement à la sculpture, vous dessinez également, puisque vous remportez également un prix spécial en bande dessinée. J'ai eu un prix spécial UNICEF parce que le thème que j'avais abordé, c'était l'éducation des filles. La petite histoire, c'est qu'il y a un vieux au village qui ne voulait pas que sa fille aille à l'école. Il dit que les filles sont bien seulement pour être mariées. Et il y a une des cousines de la fille en question qui a quitté la ville, venir la chercher de force pour l'amener en ville, pour aller la mettre à l'école. Et elle était tellement intelligente qu'elle a réussi à se retrouver jusqu'à l'extérieur. Elle a eu des grands diplômes. Le papa était déjà vieux au village. Et quand elle est revenue, elle a été nommée ministre. Et on voyait les vieux danser au village pour dire que c'est ma fille, c'est ma fille. Alors que ce même monsieur ne voulait pas que sa fille aille à l'école. Voilà, c'est cette petite histoire que j'ai racontée et qui m'a valu le prix spécial UNICEF à l'époque. Vous êtes un homme honnête et travailleur, c'est ce que pensent en tout cas certains de vos collaborateurs et partenaires que nous avons interrogés. Quand on préparait cette émission, je vous propose de les écouter. Ouattara Brahma, il a reçu un don de son père. Moi, j'ai connu bien son père dans les années 80, 75, 77. C'était un sculpteur. Et lui, Ouattara Brahma, c'est un sculpteur. Et ses 2 frères, Ouattara Mamadou et Ouattara Adama, aussi sont des sculpteurs. C'est dans les années 90, je pense, si je ne me trompe pas, dès que je suis parti en Europe, j'ai amené presque tous les outils pour lui, les outils pour la sculpture. Vraiment, c'était pas facile, c'était très lourd, à peu près dans les 20 kilos. Et voilà, et si vous voyez tout l'hôtel, c'est lui qui l'a fait. Les statues, le bureau que vous voyez, et plus les chaises. Parce que de façon qu'il fait le statut, je ne vois pas quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Ouh, il est bon. Ça, rien à dire. Comme dit les Dieu là, tiqueté. Non, il est bon. Honnêteté, confiance, sinon je n'allais pas le fréquenter. On se connaît depuis ses parents. Je souhaite bien sûr que si toutefois le ministère de la Culture peut l'aider, surtout Banfara, c'est le seul sculpteur, par exemple, il peut former une école. Vous voyez comment il peut les apprendre. Parce que le problème c'est quoi? Ils viennent apprendre chez lui et ils partent ailleurs. Ou bien ils laissent tomber. C'est pour cela que si toutefois il peut... le ministère peut l'aider à former les gens, donner un coup de pouce, comme on dit. Je pense que ça peut aller. Je suis venu trouver qu'il a fait beaucoup de choses. Voilà. Mais à ma présence également, il y a tellement de choses qu'il a fait. S'il y a un autre terme vraiment, derrière excellent, vraiment, je peux l'accorder. Voilà, les portraits, les statuettes et autres là. Vraiment, il est fort dedans. C'est vraiment une personne qui est humble. Il est vraiment docile envers les gens. Quand je suis venu, je l'ai négocié. Il a dit de venir dans 2 jours. Je suis revenu. Bon, moi, ma passion, c'est de vraiment évoluer dans ce domaine. Voilà, je suis venu trouver la manière dont il travaille, en tout cas, ça m'a vraiment attiré. Il est très fort, quoi. Moi, je suis là depuis 2021. Voilà, je sais faire beaucoup de choses. Oui, c'est grâce à lui également. Le vœu que moi j'ai pour lui, bon, c'est quelqu'un qui est il est déjà vieux. Bon, ce que je lui souhaite, c'est que
Dieu l'accorde beaucoup de santé, la sagesse et puis longue vie également pour qu'il puisse transmettre la connaissance à la génération prochaine. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos tenus par vos collaborateurs et partenaires vous concernant? Monsieur Gossoub, c'est un grand ami. On se connaît depuis des décennies. Je peux le dire, c'est mon plus grand client. Son hôtel, toutes les sculptures qui sont à l'hôtel, c'est à moi qu'il a confié. Et il m'a aussi beaucoup aidé, il me donnait souvent du bois. Puis il avait une scierie, il me donnait du bois. Et il a été l'un de ceux qui m'ont dit, il y a du bois déjà en quantité à Banfora, qu'est-ce que tu vas aller faire d'autre? Donc, reste sculpteur. Donc, je suis, bon, jusqu'à présent, je suis sculpteur. C'est vrai que la scierie est fermée. Aujourd'hui, on a des difficultés pour avoir du bois. Sinon, à travers ce qu'ils ont dit, bon, comme Goussou l'a si bien dit, j'ai hérité de mon papa. Et mon apprenti Noufou Baro aussi. Ce que je retiens d'important, c'est à la fin. J'ai toujours dit aux gens, la sculpture que j'ai faite, c'est familial. Mais on est à un moment donné où ça ne doit plus rester dans la famille. Il faut qu'on apprenne à d'autres. Parce que la manière dont moi j'ai assuré la relève auprès de mon papa, au niveau de la famille, ce n'est pas bien assuré. Il faut le dire clairement. Parce que les jours où je ne suis pas là, ça va être difficile quand on parle de sculpture, comme moi je l'ai pris. Voilà, parce que lui, il est étudiant, à Noufou-Baro, il est étudiant, il est venu me voir. Bon, il était étudiant. Je sais qu'il ne part plus à l'université. Il était étudiant, il a décidé de faire la sculpture. Il y a mon petit-fils. Il est grand, mais c'est mon petit-fils. Comme de la façon de voir au village, c'est mon petit-fils. Lui, il s'appelle Diabaté Issouf. Il a presque le même âge que Noufou-Baro. Lui aussi, il est étudiant. Mais il ne part plus à l'université. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut qu'on forme les jeunes. Parce que c'est un boulot. Vous voyez les portes qu'on a sculptées. La demande est là. Mais la main-d'œuvre, c'est ce qui manque le plus. Les gens disent que le bois manque. Même dans les pays désertiques, les gens travaillent le bois. Même s'il faut faire venir le bois d'ailleurs, on peut le faire. Mais ce qui est là, c'est le problème de main-d'œuvre. Les jeunes n'ont pas cette passion, cette patience d'apprendre. Les jeunes sont pressés d'avoir l'argent, les business où on peut avoir l'argent rapidement, c'est ça qui les intéresse. Mais il y a d'autres jeunes qui réellement veulent apprendre. C'est pour ça que j'ai souvent cherché les moyens pour former. Je dis, je ne vais pas prendre l'argent de ma propre poche pour former la concurrence. Si on me donne des moyens, je vais former les jeunes. Et je sais que si je les forme, moi, je peux les embaucher. Donc vos enfants ne sont pas intéressés? Bon, c'est la même chose, j'ai dit, ils sont pressés. Il y a mon premier fils, il a 27 ans. Quand il est né, j'étais tellement content, parce que je voyais déjà que la relève était assurée. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce travail-là. Parce qu'il faut aimer. Parce que moi, j'ai aimé. Mon papa a eu 20 enfants. 20 enfants. Et je suis actuellement le seul sculpteur. Voilà. Donc, je ne peux pas obliger mon papa. Puisque les garçons, c'est au moins 9 dans la famille. Je suis le seul à faire la sculpture. Donc, le seul aîné que j'ai eu, est-ce que je peux l'obliger s'il n'aime pas? Je sais qu'il sait faire. Mais peut-être qu'il est même complexé. Peut-être le talent de son papa lui fait peur. Est-ce qu'il pourra assurer la relève? Donc, actuellement, il a Bobo Glasso. Le fils de lui. Voilà, lui le fils peur. de. C'est comme un footballeur qui a atteint une certaine autorité. Peut-être que son fils ne pourra pas faire mieux que lui. Donc, il y a cette peur-là qui fait qu'on sent qu'il est un peu rétracté. Sinon, je sens qu'il a le talent. Donc, mon vœu, c'est de former les jeunes. En termes de compétition, vous êtes maintenant hors gabarit puisque vous ne participez plus aux compétitions à la SNC. Vous êtes plutôt membre de jury. Quel regard portez-vous sur la sculpture au Burkina? Je vais parler plutôt de la sculpture sur bois. Oui. Voilà, la sculpture de façon globale, je pense qu'il y a moins de talent actuellement qu'avant. Je le dis honnêtement. Hein, parce qu'on assiste à un genre de sculpture que les gens adoptent aujourd'hui, que ce soit en bronze, que ce soit... puisque les gens sont influencés par l'art dit moderne. Moi, je préfère la sculpture telle qu'on le faisait à l'époque. On prend une matière, on taille directement dedans. C'est ça la sculpture chez moi.
Maintenant, l'art moderne, là, ça fait que les gens ne fournissent plus d'efforts comme on le faisait avant. J'ai connu de grands sculpteurs à l'époque. Il y en a qui sont toujours là, hein, en AV6, comme les Kisiriki, les Bambara, les Parfaits, les Goudou Saïba, les Sirikiba. Mais au parterre, aujourd'hui, je suis membre de jury, je vois ce que les jeunes font. Aujourd'hui même, il n'y a plus de sculpture sur bois. C'est ça qui est dommage. Souvent, je vais pour les compétitions, même quand je ne suis pas membre de jury, je vais pour jeter un coup d'œil. Je vois que la sculpture sur bois n'existe plus. Souvent, c'est des racines que les gens ramassent en brousse. Mais ça, à mon niveau, ce n'est pas de la sculpture, ce n'est pas de la matière transformée. C'est la nature qui a taillé le truc. Toi, tu ne peux pas prendre, tu nettoies, tu ajoutes des trucs, tu dis que c'est de la sculpture. Moi, je ne vois pas ça comme... Moi, je veux la sculpture. Quand on prend un bloc de bois, on taille dedans, on enlève ce qu'on ne veut pas et on garde ce qu'on veut. C'est ça, pour moi, la sculpture de façon traditionnelle. Si tu arrives à faire ça déjà, et puis tu fais autre chose, là, tu as prouvé que tu es un sculpteur. Tu sais tailler, mais tu préfères faire comme ça. C'est comme les artistes musiciens. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, il suffit de rentrer en studio sans savoir jouer une guitare ou une batterie. Les gars, ils te font de la musique. Mais moi, je pense qu'un vrai musicien, c'est un parallèle que j'ai fait, un musicien doit savoir jouer les instruments, quitte à rentrer avec les moyens modernes, faire la musique. Un sculpteur doit savoir tailler le bois. Sculpteur sur bois, sur pierre. J'ai vu à Lango, il y a mon premier apprenti qui était là. L'année passée, à sculpture sur granit à Lango, il était là. Ouattara Bamoussa. C'est moi qui l'ai formé. J'étais fier de voir que ces jeunes-là arrivaient jusqu'à Lango pour tailler. Il a laissé quelque chose là-bas. Voilà. Donc la sculpture, avant, les gens étaient plus forts que maintenant. Quand vous regardez la situation, vous êtes un peu inquiet? Beaucoup inquiet. Parce que, vous voyez, moi je parle de la sculpture sur bois. Hein. Oui, bien sûr. Il y a plus de sculpteurs aujourd'hui qui font du ciment. Il y a plus qui font du bronze. Les bronzes même dominent la SNC. Quand on partait à la SNC, puis après ils ont tout mélangé, bois, bronze. Avant il y avait bois à part, bronze à part. Ils ont tout mélangé, donc le bois a disparu. Mais maintenant, avec la situation sécuritaire, les sculpteurs qui sont à Bobo, il y en avait plein à Bobo qui vivaient du tourisme. Ils faisaient les petits éléphants, les masques et autres là. Ils sont dans une situation morose. Les touristes ne viennent plus. Ça fait qu'ils sont en train d'abandonner la profession pour faire autre chose. Alors que la sculpture sur bois ne doit pas mourir. Moi, j'ai eu cette chance-là que je n'ai pas compté sur les touristes. J'ai orienté mon travail vers le marché burkinabé. C'est pour ça que vous voyez, on a adopté la menuiserie pour faire des trucs sculptés. Parce qu'on a vu que les gens font des portes, ils font des lits, ils font des pots de fleurs, mais ce n'est pas sculpté. Donc on a adapté la sculpture à ce truc-là et ça marche. Voilà. L'essentiel, c'est de gagner son nansongo, comme on le dit en Djoula. Justement, en termes de nansongo, est-ce que la sculpture nourrit son homme au Burkina? Bon, nous, on arrive à avoir l'argent de la popote. Mais comme je l'ai dit, ceux qui se sont orientés vers le tourisme, les clients qui viennent d'ailleurs, là, sont en souffrance aujourd'hui. Moi, j'ai cherché entre-temps à les récupérer pour faire un grand atelier. Voilà. Mais c'est toujours les mêmes moyens qui manquent. Voilà. J'ai même contacté des gens à Bobo. Je dis, ceux qui sont sculpteurs sur bois à Bobo, là, si on peut avoir les contacts et puis échanger pour voir comment s'organiser, pour orienter le travail ailleurs que dans le domaine de ce tourisme-là où les gens faisaient des petits trucs, des masques et autres, là, en attendant que quelques rares touristes viennent. Maintenant qu'on a mis notre pays en rouge, et on a dit aux gens de ne pas venir, parce que si tu viens, si tu as des problèmes, la France ne va plus s'occuper de toi. Donc les gens ne viennent plus. Alors que les Burkinabés ne consomment pas trop ces trucs-là. Voilà. Il y avait une politique qui avait été adoptée, je crois que c'était à l'époque de Blaise, vers la fin de son règne, entre parenthèses. Il avait décidé que quand on construit un bâtiment public, qu'on puisse décorer avec des objets de l'artisanat burkinabé. Mais ça n'a pas marché. Parce que nous, on n'a jamais bénéficié de ça. Quand il y a eu les festivités ici, on a construit les gros bâtiments et autres, on a parlé de ça, ils disent, mais ce n'est pas prévu dans le budget. Pourtant, c'était une bonne idée. Vous rentrez dans une grande salle, que ce soit à Ouagadougou, Boïlasso, vous allez trouver la salle là, c'est vide. Normalement, on devait découvrir l'identité culturelle burkinabé à travers les décors qu'on trouve dans la salle.
Mais malheureusement, c'est des salles vides. Quel conseil pour un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans la sculpture? Bon, d'abord, il faut avoir, on ne peut pas se mentir, il faut avoir le talent. Il faut aimer, avoir la patience. Si on a tout ça réuni, on peut gagner son pain dedans. Voilà, il faut savoir choisir ce qu'on fait. Il faut faire Bon, je vais parler d'études de marché. Il faut savoir ce qu'on fait. Si on le fait, est-ce qu'il y a des clients qui vont prendre? Mais ce que nous faisons là, ça marche. Je suis sûr que si on avait au moins 20 jeunes et on travaille à temps plein, parce qu'actuellement on utilise du bois burkinabé, mais on peut faire venir le bois d'ailleurs. Maintenant, on n'a pas besoin d'attendre les commandes. Par exemple, pour ces trucs-là, les genres, portes et autres là, pas besoin d'attendre les commandes. On fait un entrepôt, un magasin de vente à Bobo, les deux grandes villes là, Bobo Glasso et Ouagadougou. Tous les jours, les gens construisent. Ils ont besoin de jolies portes pour mettre dans leur maison. Et c'est des portes qui sont solides. Ça n'a rien à voir avec les portes importées qui sont des cartons. Donc, ça peut marcher. Donc, les jeunes qui veulent se mettre dedans, ils n'ont qu'à se mettre dedans, avoir la passion. Parce que le plus important, j'avais soumis un dossier au Fonds de développement culturel et touristique qui est à Ouaga pour former 15 jeunes. La présélection devait d'abord passer par un concours de dessin. Parce qu'on allait détecter les talents en dessin. On peut avoir le talent en dessin sans savoir bien dessiner. Et ces talents-là, on allait les former pour savoir bien dessiner. Et après ça, une fois que tu sais ça, la sculpture est facile, surtout ce genre de sculpture-là. Sous forme de bas-relief, c'est facile. Voilà. C'est ce genre de sculpture qui est un peu difficile. Sinon, sur bois plat, ça c'est facile. D'accord. Et un jeune peut apprendre ça facilement au bout de 2 ans. Alors, on traite souvent les artistes de fous. Apparemment, vous ne l'êtes pas puisque vous avez une famille normale avec des enfants. Est-ce que vous arrivez à concilier justement votre passion de la sculpture et la gestion de la famille? Mais, ma femme s'adapte. Et mes enfants, comme ils sont venus me trouver dedans, ils sont obligés de s'adapter. Sinon, bon, heureusement pour moi, mon atelier est dans la cour familiale. Je travaille, madame me voit, n'a pas de soucis à se faire. Donc, quand je suis fatigué, je rentre, je me couche. Quand je me lève le matin, je fais mes toilettes, je vais à l'atelier, je travaille. Donc, souvent même, ça me dérange que l'atelier soit dans la cour parce que pour un visiteur vient, tu es obligé de laisser tomber le travail, tu vas aller le voir. Donc ça joue. Une fois, il y a un blanc qui est venu, il m'a dit que normalement, un atelier ne doit pas se trouver dans la cour. Il faut travailler ailleurs. Mais c'est le même problème que j'ai eu. Il faut avoir les moyens pour travailler ailleurs. Quand j'ai eu le premier prix national en sculpture en 2002, les membres du jury m'ont dit, Ouattara, si tu veux réussir, va à Ouagadougou. Tu as le talent, mais tu n'es pas fait pour rester à Banfora. Va à Ouagadougou. À l'époque, ils m'ont même dit qu'à l'université, on va ouvrir une filière consacrée à l'art. Il dit, ça tombe bien. J'avais toujours l'âge, en 2002, j'avais toujours l'âge de repartir à l'université. Mais bon, déménager son atelier à Ouagadougou, c'est pas facile. Et la matière première ne se trouve pas à Ouagadougou. Le bois, on ne le trouve pas à Ouagadougou pour le tailler comme moi je le souhaitais. Donc c'est difficile, je suis resté à Banfora. Alors, parlant donc de famille, si ce n'est pas indiscret, racontez-nous comment est-ce que vous avez rencontré madame. Les enfants, il faut bien écouter, vous n'allez pas écouter cette histoire-là. Je l'ai rencontrée à l'occasion du mariage de sa cousine. Sa cousine était la femme de mon grand frère. Voilà. Donc elle est venue de Bobo pour la célébration du mariage de sa cousine. Moi je l'ai vue, elle m'a tapé dans l'œil. Elle dit, on va faire d'une pierre 2 coups. Donc j'ai dit à mon grand frère, il est marié, j'ai dit, la cousine de ta femme là, il se trouve que c'est ma nièce. Voilà, mais comme c'est pas une nièce, bon. Donc après elle venait faire le marché à Banfora. Et c'est ces jours-là que moi je me sapais bien pour aller au marché. Donc quand elle venait pour le marché de Banfora, je savais où la trouver. Je cirais mes chaussures et puis je
me sapait pour aller faire le marché sans rien avoir à vendre. Bon, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis bon, comme c'est la même grande famille, parce que on a un ancêtre qui s'appelait Gotoro. Souvent quand je dis ça aux gens, et le nôtre, c'est Gotoro là qu'on a donné à notre premier fils. Voilà, Ouattara Gotoro Cheikh Oumar. Gotoro a fait la bataille de Numundara. Il était jeune à l'époque. On a raconté qu'il était Waké. Il a une très grande famille à Numundara. Donc nous tous, nous sommes des descendants de Gotoro. Voilà, donc elle est la descendante de Gotoro. C'est la même famille, quoi. Voilà, donc, comme on le dit en Djoula, Shibenato en Voilà. Aujourd'hui, le type de rencontre a en tout cas changé. Maintenant, c'est WhatsApp, c'est Facebook. Comment est-ce que vous appréciez ces genres de rencontres-là de nos enfants? Bon, il y a tous les risques, hein, parce que avant, nous par exemple, quand on était plus jeunes, quand on organisait les soirées dansantes, les jeunes là ne partaient pas dans les bars dancing. Quand il y avait une fête, on choisissait une cour, il y a une salle assez vaste. On va demander les chaises. On a vu ça avec les choros du quartier. Après nous, on a pris la relève. On va demander les chaises dans les familles. On vient assembler dans une cour. On emprunte une sono. Et pour avoir une fille pour venir danser, il faut aller se mettre à genoux devant les parents pour que la fille puisse sortir. Mais si elle sort et que les parents apprennent qu'elle était à une soirée dansante sans leur consentement, elle va avoir chaud. Mais aujourd'hui, là, il faut prier seulement que ta fille t'écoute. Parce qu'il y a un qui va rester quelque part, il n'a même pas besoin de venir te voir. Il envoie un message à la fille, il y a WhatsApp, il y a Messenger. Les SMS, c'est devenu un peu plus lent. Avec WhatsApp seulement, elle va sortir. Et tu vas la voir en train de rentrer. Et puis elles sont devenues des menteuses. Elles vont fabriquer des trucs pour te raconter. Il y avait une fille chez nous, ici, là, elle n'est plus là, elle est ailleurs actuellement. Chaque fois, c'est elle qui raconte qu'elle était assise sur le pont. Il y a un pont à côté là. Pourtant, quand tu sors, il n'y a personne sur le pont. Mais quand elle rentre, elle était assise sur le pont. Tu ne vas jamais voir les garçons avec qui elle est sortie rentrer dans la cour. Voilà, donc c'est vraiment dommage. C'est les nouvelles technologies de communication, mais ça a des côtés un peu pervers quand même. Du haut de votre expérience, quel regard portez-vous sur les jeunes d'aujourd'hui? Ils sont éveillés, mais ils ne sont pas comme nous à l'époque. Nous, on écoutait plus les parents. Nous, on avait plus peur des parents. Nous, on ne disait pas à un papa qui t'appelle « Attends, j'arrive ». Parce que quand tu appelles ton enfant et tu dis « Attends, j'arrive », il va finir autre chose avant de venir. Nous, à l'époque, tu dis ça, mais tu vas manger où? Donc, les jeunes de maintenant ne sont pas aussi respectés qu'à notre époque. Voilà, parce qu'à notre époque, l'aîné, c'est l'aîné. Même si l'aîné n'a pas les moyens, il est né avant toi. Mais aujourd'hui, l'aîné, c'est celui qui a l'argent. Voilà, les jeunes aujourd'hui respectent plus celui qui a les moyens plutôt que celui qui est le plus âgé. Donc, il y a... Bon, c'est les effets néfastes de... On dit que le monde est devenu un village planétaire. Ils voient des choses ailleurs que nous, on ne voyait pas. Parce que nous, à l'époque, nous, on n'avait pas la RTB quand on était jeunes. Nous, on regardait la télévision ivoirienne. Et chaque fois, on souhaitait qu'il pleuve. Parce que quand il pleuvait, il faisait frais. Il y avait quelques familles qui avaient la télé. Et c'est toujours les mêmes films qu'on regardait, en noir-blanc. Et quand il pleuvait, le temps était frais. Il y avait clair de l'une ou l'autre là. Souvent, la couleur vient et puis ça repart. Quand la couleur vient, on crie. La couleur est venue. Mais ouais, aujourd'hui, il y a des centaines de chaînes que les enfants regardent. Il y a même des films pour adultes que les enfants regardent. Ça fait que la société, c'est dommage. Mais on ne peut pas lutter contre ça. Le plus important, c'est de conseiller les enfants et les mettre devant leurs responsabilités. Justement, si vous avez un conseil pour les jeunes ce soir, ça va être quoi? Bon, nous sommes dans un pays qui est à construire. Et l'avenir est entre les mains de la jeunesse. Nous avons un président jeune dynamique qui donne l'exemple que les jeunes doivent suivre. Il pouvait faire comme les autres. Quand il a eu le pouvoir, il pouvait faire comme les autres.
se remplir les poches, passer par la facilité, mais il est en train de sacrifier sa jeunesse pour ce pays-là. Donc les jeunes d'aujourd'hui doivent prendre exemple sur le président Ibrahim Traoré. Quel que soit ce qu'on dit, on voit ce qu'il a fait concrètement. C'est un président qui aime son pays, qui respecte les pauvres, qui est prêt à prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'est ça qui est la vérité. Donc, il ne faut pas que les jeunes se laissent avoir par la facilité. Si vous voyez, il y a des gens qui sont en train de trahir leur pays. Je dis souvent aux gens, le meilleur pays au monde pour un Burkinabé, c'est le Burkina Faso. Parce que c'est le pays où on ne peut pas te dire, quitte chez nous, parce que tu es chez toi. Donc les jeunes doivent prendre exemple, le bon exemple. Parce que l'avenir de ce pays-là, c'est entre leurs mains. Ils doivent se mettre au travail, apprendre, aller vers la connaissance pour construire ce pays-là. Parce que, je vais revenir sur le nom du président, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est la vérité. On a la chance aujourd'hui d'avoir un bon président. Personnellement, j'ai eu la chance de connaître Thomas Sankara. Sankara est venu à Bamfoura 3 fois. Et la 3e fois, c'était à la foire de Bamfoura, où mon papa a eu le premier prix. Il a été meilleur artisan de la région. Il a eu le premier prix, 20 000 francs, un carton de savon. Donc, quand Sankara est venu s'arrêter, comme il était policier, il s'est mis en garde à vous, Sculpteur s'est mis en garde à vous devant le président. Moi, j'étais tellement content. Ouais, tout ça, ça m'a poussé à faire la sculpture. Donc, la jeunesse doit se mettre au travail. Et le président est en train de réveiller ça. On sent à travers, par exemple, vous voyez, Faso Mebo, les enfants même vont donner du ciment. C'est ce Burkina qu'on aime là. Voilà, et on veut que la jeunesse se responsabilise et se met au service de la famille, de la région, de la nation. Et on va faire de ce pays-là un Eldorado. On va s'arrêter là pour cette émission. Je rappelle que nous étions avec Brahima Ouattara, artiste sculpteur de l'UNO, plusieurs fois lauréat de sa discipline à la Semaine nationale de la culture. J'espère que sa vie racontée ce soir vous a inspiré. Bonsoir et au prochain numéro de Au clair de lune.